Il y a des situations que tu as vécues des dizaines de fois, des gestes ordinaires, des moments du quotidien. Et dans certaines d'entre elles, ton corps était à quelques secondes d'un incident médical sérieux. Pas dans une fiction, pas dans une situation exceptionnelle, dans ta cuisine, dans les transports, devant ton écran. Ce qui t'a sauvé, c'est un ensemble de mécanismes biologiques que tu n'as pas déclenchés consciemment. Tu ne savais même pas qu'ils existaient. On va examiner 6 de ces situations. Ce ne sont pas des anecdotes. Ce sont des phénomènes physiologiques documentés avec des conséquences réelles quand les mécanismes de protection échouent. Et ils échouent plus souvent qu'on ne le croit. Commençons par quelque chose que presque tout le monde a fait au moins une fois dans une salle de classe ou une réunion de travail. Tu sens un éternuement arriver. Le moment est mal choisi. Alors tu pinces le nez, tu fermes la bouche, tu contractes tout. Et tu bloques. L'éternuement disparaît. Tu penses avoir évité quelque chose d'embarrassant. En réalité, tu viens de faire quelque chose de potentiellement dangereux. Un éternuement normal expulse de l'air à une vitesse comprise entre 150 et 170 km par heure. Cette pression a un rôle précis, évacuer rapidement des agents pathogènes ou des irritants des voies respiratoires supérieures. Quand tu bloques cette expulsion, la pression ne disparaît pas. Elle se redistribue vers les zones de moindre résistance, les sinus, les tympans, les vaisseaux sanguins de la gorge. En 2018, le British Medical Journal a publié le cas d'un homme de 34 ans hospitalisé après avoir retenu un éternuement. Il avait perforé la paroi postérieure du pharynx. Les médecins l'ont gardé en observation pendant 7 jours, nourri par sonde. Dans des cas moins sévères mais documentés, on observe des ruptures de tympan, des hémorragies sous-conjonctivales et des élévations brutales de pression intracrânienne. Le risque n'est pas quotidien. Mais il n'est pas nul non plus. Et la plupart des gens font ça régulièrement depuis l'enfance, sans jamais avoir été informés que c'est une mauvaise idée. Deuxième situation. Celle-là, tu l'as vécue probablement cette semaine. Tu bois un verre d'eau, tu manges en regardant ton téléphone, tu ris pendant un repas, et soudainement tu te retrouves à tousser violemment, les yeux qui pleurent, incapable de parler pendant quelques secondes. Puis, ça passe. Et tu continues comme si de rien n'était. Ce qui s'est passé s'appelle une fausse route, ou aspiration. Le carrefour entre ta trachée et ton œsophage est géré par un mécanisme coordonné. Au moment de la déglutition, l'épiglotte se rabat pour fermer l'entrée des voies respiratoires. Ce réflexe est automatique, mais il est aussi influencé par l'attention et la concentration. Quand tu es distrait, le timing peut se désynchroniser de quelques millisecondes. Quelques millisecondes suffisent pour qu'une petite quantité de liquide entre dans la trachée. Dans la grande majorité des cas, le réflexe de tout expulse l'intrus avant que ça devienne critique. Mais dans certaines configurations, fatigue intense, âge avancé, certaines pathologies neurologiques légères non diagnostiquées, ce réflexe est moins efficace. En France, les fausses routes sévères représentent plusieurs milliers d'hospitalisations par an, notamment chez les personnes âgées en EHPAD. Chez un adulte jeune en bonne santé, le corps compense. La question est de savoir combien de fois il peut continuer à compenser. Troisième situation. Tu t'es levé trop vite. Tu étais allongé sur le canapé depuis un moment. Tu te lèves rapidement pour répondre à quelqu'un, attraper ton téléphone, ouvrir la porte. Et pendant 2 ou 3 secondes, tout devient sombre. Ton champ visuel se réduit, des points lumineux apparaissent. Tu dois t'appuyer contre quelque chose, puis ça passe, et tu oublies. Ce phénomène a un nom clinique, hypotension orthostatique. Quand tu es allongé, ton système cardiovasculaire fonctionne en mode horizontal. La pression nécessaire pour irriguer le cerveau est plus faible car il n'y a pas de gravité à compenser. Quand tu te redresses brusquement, ton cerveau se retrouve soudainement à environ 40 cm plus haut que le cœur. Le sang doit remonter contre la gravité, et il faut quelques secondes au système pour ajuster la pression artérielle. Pendant cette fenêtre, le débit sanguin cérébral chute. Ce que tu ressens, le noircissement du champ visuel, les étoiles, c'est une hypoperfusion cérébrale transitoire.
une syncope partielle. Ton corps récupère en quelques secondes dans la grande majorité des cas, mais pas toujours. La Haute Autorité de santé française estime que l'hypotension orthostatique est responsable d'une proportion significative des chutes chez les adultes, y compris des adultes jeunes sans pathologie connue. Un choc occipital sur du carrelage peut provoquer une hémorragie sous-durale. Tout ça pour s'être levé trop vite. Quatrième situation, celle qui concerne ce que tu manges. Tu as déjà mangé quelque chose de pas tout à fait cuit. Un steak encore rosé au centre. Des œufs à la coque avec le blanc pas totalement pris. Des fruits de mer dans un buffet qui était là depuis un moment. Et il ne s'est rien passé. Ton estomac a encaissé. Et tu en as conclu que tu avais un bon système digestif. Ce que tu as en réalité, c'est de la chance probabiliste. L'estomac produit de l'acide chlorhydrique à un pH qui oscille entre 1,5 et 3,5, suffisamment corrosif pour dénaturer la plupart des protéines et éliminer la majorité des agents pathogènes ingérés. Mais certaines bactéries ont développé des mécanismes de résistance à l'acidité gastrique. Salmonella typhimurium peut survivre au passage stomacal et atteindre l'intestin grêle, où elle provoque une invasion des cellules épithéliales. E. coli au 157H7 produit des toxines qui peuvent provoquer une insuffisance rénale aiguë. En France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation estime à environ 1,28 million le nombre de cas annuels de toxi-infections alimentaires. La grande majorité guérit spontanément. Mais chaque année, plusieurs centaines de cas nécessitent une prise en charge en réanimation. La variable que tu ne contrôles pas, c'est la charge bactérienne exacte de ce que tu as ingéré. Ton système immunitaire a géré. 7 fois. Cinquième situation. Un geste que tu fais probablement plusieurs fois par jour. Tu es resté trop longtemps dans la même position. Ton cou est raide, alors tu le tournes sur le côté et tu tires légèrement pour provoquer ce craquement familier. Soulagement immédiat et tu recommences. Ce craquement ne vient pas des vertèbres qui se remettent en place. Cette explication, très répandue, n'a pas de base anatomique. Il vient de la cavitation, des microbules de gaz dissous dans le liquide synovial des articulations vertébrales qui implosent sous variation de pression. En soi, ce phénomène est généralement bénin. Le problème est anatomique. Le cou contient 2 artères vertébrales et 2 artères carotides, qui assurent une part importante de la vascularisation cérébrale. Ces artères sont relativement proches des structures articulaires. Un mouvement brusque ou une torsion excessive peut provoquer une dissection artérielle, une déchirure de la paroi interne d'une artère. Une dissection de l'artère vertébrale peut entraîner un accident vasculaire cérébral dans les heures ou les jours qui suivent. Des cas ont été documentés dans la littérature médicale chez des patients sans facteur de risque cardiovasculaire préalable, après des manipulations cervicales, y compris auto-administrées. La probabilité reste faible, mais elle augmente avec la fréquence et la force du mouvement. Et c'est un geste que beaucoup de gens font des dizaines de fois par semaine. Sixième situation. Et c'est probablement celle que tu as le moins prise au sérieux. Un personnage dans un film tient sa respiration sous l'eau. Toi, dans ton salon ou dans une piscine, tu décides de voir combien de temps tu peux tenir. Tu bloques ta respiration. Tu tiens. La pression monte dans ta poitrine. La vision se brouille légèrement sur les bords. Et tu relâches en pensant avoir juste testé tes limites. Ce que tu ne sais probablement pas, c'est que le signal d'urgence que ton corps t'envoie, cette envie irrésistible d'inspirer, n'est pas déclenché par le manque d'oxygène. Il est déclenché par l'accumulation de dioxyde de carbone dans le sang. Ce sont 2 choses différentes. Ce mécanisme existe pour des raisons évolutives solides, mais il crée une vulnérabilité précise. Si tu hyperventiles avant de retenir ta respiration, tu évacues du CO2 en excès, ce qui retarde le signal d'alarme. Ton cerveau manque d'oxygène depuis plusieurs secondes, mais tu n'as pas encore envie de respirer. Et à un certain niveau d'hypoxie, tu perds connaissance sans signe d'avertissement préalable suffisant. C'est le mécanisme exact de la syncope hypoxique en apnée,
responsable de noyades dans des piscines privées et publiques, y compris chez des nageurs entraînés. En France, la noyade est la deuxième cause de mort accidentelle chez les 1-44 ans. Une partie de ces décès implique des personnes qui ne faisaient pas face à une situation de danger évident. Elles étaient juste en train de jouer. 6 situations. 6 fois où ton corps a activé des mécanismes que tu n'as pas déclenchés consciemment, pour compenser quelque chose que tu ne savais pas être en train de faire. Ce n'est pas rassurant. C'est fascinant, et c'est utile de le savoir. Parce que comprendre comment ton corps fonctionne réellement, pas la version simplifiée qu'on t'a apprise, mais les mécanismes réels, change la façon dont tu interprètes ce qui t'arrive physiquement. J'ai rassemblé l'essentiel de ce type d'informations dans le guide, en lien dans la description. Le lien est juste en dessous. Et si ce que tu viens de voir t'a surpris, il y a de bonnes chances que la prochaine vidéo te surprenne encore plus.